Bonjour à tous et bienvenue sur le second épisode de Retour à l'instant T. Le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Aurore. Aurore décide de vivre à Barcelone après ses études et rencontre Edgar, lui aussi expatrié. Edgar n'a un droit de séjour que limité sur place et seulement 2 mois après leur rencontre, doit déjà repartir pour le Mexique. Un amour naissant, une distance bien trop grande, quelle place cette situation laisse-t-elle à leur amour ? Partons ensemble à la découverte de l'histoire d'Aurore, retour à l'instant T. Alors, il y a à peu près 6 ans, moi je vivais à Barcelone, je travaillais ici en agence de voyage. J'avais la vie expat tout à fait normale, j'avais des copains français, des copains étrangers ici. Tout se passait relativement normalement comme pour tous les expatriés qui ont la chance de vivre à Barcelone. Et un jour, j'ai fait une rencontre qui a un peu été un tournant dans ma vie, qui a un peu tout chamboulé. Ouais. Donc j'ai rencontré un garçon avec qui ça a matché tout de suite. Tu l'as rencontré comment ? Alors je l'ai rencontré à une soirée. En Ok. fait, je suis allée à une soirée avec ma coloc. En plus, j'avais pas du tout envie d'y aller. Elle m'a un peu forcée. Je me suis dit, bon, on va aller boire un coup et puis Je rentre chez moi. voilà, ok. exactement, un verre et je pars. Et en me servant, quelqu'un vient me parler, bonjour, comment tu t'appelles ? Je reconnais un accent que je connaissais un petit peu. Et il était mexicain. Donc moi, il faut savoir que j'ai fait un stage au Mexique, donc voilà, c'est une culture que je connais un peu, ouais. Exactement, donc je reconnais son accent. Puis on se met à discuter du Mexique, de lui, de moi, et en fait, j'ai passé l'une des meilleures soirées que j'avais passées à Barcelone dans toute mon année ici, quoi. D'accord. Et donc il me raconte qu'il était là pour étudier un master, donc il était en dernière année de ce master-là, qu'il était encore là pour quelques mois, et que lui, il avait pour projet de rester sur Barcelone, de trouver un travail, faire ses papiers, et puis de rester ici, quoi. Ok. Donc du coup, ça match, on s'échange nos numéros, on se revoit quelques jours après. Juste tous les deux ? Ouais, juste tous les deux, mais il se passe rien de plus, on discute pendant des heures, on mange, on se balade. Fluide, sympa. Ouais, exactement, le date un peu de rêve, quoi, enfin tout se passe bien, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît, Ok. on a plein de points communs, très sympa, franchement D'accord. très sympa. Arrive donc le deuxième date, Mhm. et là il me dit est-ce que tu vas aller voir un match de foot ? Et il faut savoir que je suis une grande fan de foot. C'est vrai ? Ok. Donc c'est pour moi le date parfait. D'accord. Il a dû être content en mode yes, enfin, Ouais. qui aime le foot. Exactement, ce que lui aussi adore. Donc du coup, on va au stade et notre premier bisou a lieu au Camp Nou, donc le rêve vraiment de toute ma vie, quoi. Dans l'euphorie de tout le monde, la foule qui... Exactement. Peut-être que pour personne c'est romantique, mais alors pour moi c'était le summum du romantisme. Ok. C'était l'endroit, il aurait pas pu choisir mieux. Parfait. Donc voilà, donc on commence une relation qui a duré à peu près 2 mois. Mhm. Et au bout de ces 2 mois, son visa expire et il est obligé de retourner au Mexique. Ok. Donc là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, vous étiez amoureux, c'était officiel, c'était comment entre vous ? Ouais, amoureux, je pense pas à ce moment-là, mais on était ensemble officiellement, tous nos copains savaient, je connaissais ses copains, il connaissait mes copains, enfin voilà. C'est un peu établi sans qu'il y ait les mots qui soient dits, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, quand il repart, on se dit, bon, soit lui, il arrive à revenir à Barcelone, à faire des papiers dans les prochains mois, et on reste à distance le temps qu'il revienne. Ok. Soit c'est en décembre, il est pas revenu, merci beaucoup, c'était sympa, et puis à bientôt. Ok. Donc il part, il fait ses demandes de papier qui n'aboutissent pas, et donc lui il part en mai, ses demandes de papier n'aboutissent pas, en août il me dit bon, je peux pas revenir. Et là, je lui dis bon on suit le plan, c'était au revoir, merci beaucoup, c'était sympa de te connaître. Et 2 jours après, je l'appelle et je lui dis non, je lui dis moi je viens. Ok. Je débarque, si tu veux bien, je débarque. Et vous en aviez pas parlé avant ? Non. Ok. C'était pas le plan C, c'était... Non, ça n'existait pas. Moi, le panorama, j'avais pas du tout prévu d'aller m'installer au Mexique, pas du tout. Et là, il me dit, j'ai besoin d'y réfléchir, laisse-moi du temps, je t'écrirai. Ok, donc toi tu disais j'ai tout plaqué, je suis prête à ça pour lui, et lui il me dit je sais pas, attends... Voilà, et il m'a laissé sans nouvelles pendant 3 jours. Ok. Donc moi pendant ces 3 jours, autant te dire que je me suis dit c'est mort. Oui, voilà, il veut pas que j'aille au Mexique. En même temps c'était aussi une décision importante de se dire est-ce que je suis vraiment prête
dans cette relation pour la faire carrément partir et vivre avec moi. Oui, exactement, parce que c'est pas un déménagement de Barcelone à Madrid. Enfin, c'est changer de pays, changer de continent, il y a un changement culturel énorme. Et encore plus loin du coup de ta famille peut-être qui est en France. Voilà, exactement. Et du coup, vu que nous on s'était pas promis quelque chose de très sérieux non plus, ben c'était le moment où tout allait devenir sérieux, quoi. Ok, mais du coup, ouais, voilà, vous étiez pas amoureux, mais bon, c'était en chemin quand même. Hein. Bah, moi, j'ai jamais eu enfin, j'ai eu des relations avant lui, mais j'ai jamais été spécialement amoureuse, et je sais pas, je sentais quelque chose de différent, je pense que c'était l'amour, hein, okay. mais je le savais pas encore à ce moment-là. Ok. Donc, il disparaît pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il m'appelle en me disant, ok. Et je lui dis, bon, bah, très bien. Je lui dis, par contre, moi, la seule règle pour que je vienne, c'est que je trouve un travail et qu'il me fasse mes papiers pour pouvoir être légalement au Mexique. Donc, il était hors de question que je parte sans rien. Et que tu galères, toi, une fois sur place et que... Voilà, exactement. Et puis, bon, partir illégalement au Mexique pendant quelques mois, c'est... le Mexique, ça n'a pas une très bonne image quand on connaît pas. Ouais. Donc, c'était un peu risqué. Donc, je commence à faire des recherches de travail. Puis j'avais tellement envie de partir que j'ai envoyé à tout, hein. McDonald's, Burger King, j'ai envoyé mon CV de partout. Moi, je bossais donc en agence de voyage. Mais... Et tu parlais bien anglais et espagnol ? Oui. Ok, donc c'était pas un frein la langue Non, tout allait bien de ce côté-là. Bah, l'espagnol, ça faisait plus d'1 an que je vivais à Barcelone, donc non, pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, j'ai retourné le Mexique, j'ai envoyé des mails de partout, et j'ai eu une seule réponse. Ok. D'une agence de voyage qui me dit ok, on peut faire un rendez-vous sur Skype. Agence de voyage en plus. Voilà, je me dis j'ai envoyé... C'est le top en fait. Exactement, parce que j'ai vraiment envoyé mon CV de partout et là je me dis bon, agence de voyage, c'est mon truc, on y va. Donc vient le jour de l'entretien par Skype, je rencontre le directeur de la boîte qui me dit quand j'ai reçu ton CV, j'ai cru que c'était une blague. Alors, je dis pas... Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Il me dit bah juste ce matin-là, j'ai une personne qui a démissionné dans la boîte et c'était la personne en charge du marché français. Oh mais c'est un signe. Voilà, attends, okay, ça continue. Et il me dit, en plus quand j'ai reçu ton CV et que j'ai vu l'adresse, j'ai vraiment cru que c'était une blague parce que moi j'ai vécu à Barcelone il y a 4 ans et je vivais exactement dans le même appartement que toi. Ah mais c'est un truc de faux. Voilà, c'est-à-dire que moi j'étais sur Skype, j'étais avec le directeur et il me dit oui, tu étais dans la chambre de mon coloc. Ah ouais. Et en fait, en remontant l'histoire de la colocation où moi j'étais, effectivement, il avait vécu ici quelques années avant moi. Oh là là. Voilà. Non mais là du coup, astre cosmique, alignement, c'est bon. Ouais, exactement. Là je me suis dit bon, je crois que c'est un peu trop gros, c'est que ça doit faire quoi. Ouais, voilà. Exactement. Et en plus, il m'a proposé quelque chose de super cool. Il m'a dit, donc on était en août à ce moment-là, il me dit en septembre j'ai un événement à Paris. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre là-bas ? Comme ça, toi tu nous connais, nous on te connaît, et t'arrives pas dans une boîte dans un autre pays que tu ne connais pas. Donc du coup, ils m'ont payé le voyage pour aller à Paris. Très bien. Voilà, moi je me suis dit, bon, au pire des cas, j'ai gagné un voyage à Paris, c'est pas très grave. Tout frais payé, hôtel, bouffe, etc. Donc j'arrive à Paris, je les rencontre, je fais quelques rendez-vous de boulot avec eux pour voir un peu... comment ça se passe, rencontre en fait. Ouais. Exactement, pour connaître l'entreprise. Et à la fin de ces quelques jours, il me dit, bah voilà, je t'envoie par mail une proposition d'embauche, avec inclus les frais d'avocat sur place qui va s'occuper de faire tes papiers. Moi, j'aurais juste besoin que tu sois au Mexique en novembre. Ça tombe bien. Eh bien, je lui ai dit oui, où est-ce que je signe? Non, j'ai quand même fait quelques recherches et puis, du coup, j'ai demandé à mon copain qui recherche un peu cette entreprise au Mexique pour être sûr que ce soit un vrai truc parce que, bon, voilà, l'image du Mexique, on en revient toujours à la même chose, mais je voulais être sûre... Bah, que tu y ailles pas pour rien et que tu sois pas dans un traquenard ou quoi. Exactement, que j'arrive pas dans quelque chose d'un peu bizarre. Et ben, tout était légal. Parce que lui, il était parti toujours en mai. Oui. Donc là, ça commençait quand même à faire 4-5 mois que vous étiez pas vus. Voilà, exactement. Sachant que avant on s'était connus 2 mois, quoi. Ah ouais. Donc vous étiez à un stade où vous aviez fait plus de relations à distance que de relations ensemble. Exactement. C'était exactement mais ça. L'envie de partir était toujours présente. Oui, parce que c'était pas seulement lui, c'était aussi l'aventure, c'était aller vivre dans un pays où je me suis jamais imaginé vivre, parce que seule je l'aurais pas fait. Un coup de tête un peu ça. Oui, voilà, mais j'avais 21 ans, c'était le moment où jamais, quoi, il fallait le faire. Ok. Donc je signe ma proposition d'embauche, et je pars au Mexique le 1er novembre 2015. D'accord.
date importante. On s'en souvient. Donc, je pars au Mexique 1er novembre 2015. J'emménage tout de suite avec ce garçon. D'accord. Donc, bon, je me rappelle le premier petit déjeuner, je me lève et il me dit j'ai acheté de tout parce que je ne sais pas ce que tu prends au petit déjeuner. Oh, c'est trop mignon. Parce que on se connaissait pas, donc il y avait des œufs, des céréales, du pain, du Nutella, enfin vraiment il y avait... Du salé au sucré, tout ce que tu voulais. Voilà, parce qu'il me dit en fait, je sais pas. Alors je lui dis oui, effectivement, on ne se connaît pas beaucoup, c'était bizarre. Mais voilà, on a emménagé tout de suite parce que lui, ensemble. à ce moment-là, il vivait seul. Oui. Okay. En fait, quand lui a su que moi j'allais venir et que c'était sûr, il a cherché un appartement. Okay. Il s'est installé tout seul dans l'attente que j'arrive. Ok. Ouais. J'arrivais, tout était meublé, tout était truc. Oui, donc il était aussi investi que toi. Ouais. T'as fait le plus gros pas, mais... À partir du moment où il m'a dit oui, viens, okay. il était prêt. D'accord. Ouais, il m'aidait pour tout ce dont j'avais besoin d'aide. Puis même avant que je parte, mes parents ont voulu le rencontrer par Skype. Oui. Ouais, bah oui, je comprends. Les parents, quand même, à un moment, ils disent bon, t'as 21 ans, tu nous avais dit que tu partais un an à Barcelone, mais là, ça a changé tes plans. Voilà, et puis je pars vivre avec un garçon qu'ils ne connaissent pas, dans un pays qui... Ouais. Voilà, on ne sait pas trop qui peut être ce garçon. Enfin, même moi, je ne savais pas, sincèrement. Ouais. Donc du coup, imagine la scène. Moi, avec mes parents qui ne parlent ni anglais ni espagnol. Ok. Sur Skype, avec lui de l'autre côté qui ne parle pas un mot de français. Oh là là, ouais. Voilà. Donc tu traduisais à tout le monde. Je traduisais à tout le monde. Après, j'aurais pu traduire aussi, s'il y avait certaines réponses pas très bien, je pouvais traduire ce que je voulais. Personne ne comprenait. Mais voilà, et puis on a passé une demi-heure à peu près. Eux le regardaient, lui il les regardait, et puis on s'est dit, voilà, c'est lui. Et en raccrochant, ma mère m'a dit oui, il a une bonne tête, vas-y, quoi. Donc du coup, j'arrive au Mexique, je m'installe tout de suite avec lui. Les premières semaines ont été un peu compliquées parce que on se connaissait pas vraiment, on avait passé beaucoup de temps à distance, donc c'était un peu compliqué. Et puis la routine s'installe et tout se met en place, quoi. Ok. Et ça a duré 4 ans. D'accord. Donc on arrive, on se connaissait depuis 2 mois et on débarque à vivre ensemble, mais au final c'était encore mieux. Enfin, je sais pas. Ouais, ça, je te dis, les premières semaines ont été un petit peu compliquées parce que quelques ajustements et puis commencer à vivre avec quelqu'un, même si tu le connais depuis 10 ans, c'est compliqué. Mais une fois passé les premières semaines, premiers mois, tout roule. Tout roulait, ouais. Ouais, et toi, tu t'es vite adapté là-bas Alors, oui et non. Au début, il y a toujours la phase de découverte où tout est génial, je découvre beaucoup la gastronomie, je voyage beaucoup de par mon boulot, donc je connais beaucoup d'endroits au Mexique. Puis voilà, on a un peu cette phase de tout est beau, tout est nouveau, j'apprends des nouvelles expressions, on m'apprend les insultes locales, ouais. La même vie que quand t'arrives dans n'importe quel pays, exactement. Donc voilà, on m'apprend un peu de tout, je goûte énormément de plats, je voyage beaucoup. Et puis après arrive la phase de ok, maintenant j'ai vu, mais il y a des choses qui me manquent, être loin de sa famille c'est compliqué. En plus j'avais un neveu qui venait juste de naître. Que t'avais pas vu, ouais. Voilà, que j'avais pas vu et que je savais pas quand j'allais pouvoir le voir. Voilà, il y a quand même... ça a été facile, oui et non. Après, j'ai la chance que sa famille m'a tout de suite adoptée. Ok, tu les as rencontrés tout de suite? Oui. Mais du coup, eux aussi voulaient savoir avec qui son fils allait vivre. Donc, je les ai rencontrés ma première semaine. Et ça s'est très bien passé. Et vraiment, après, quand lui appelait sa mère, en général, elle lui parlait beaucoup plus de moi. D'accord. Que de lui, comment il allait, quoi. Okay. Donc oui, j'étais vraiment très intégrée et je sentais que j'avais... Oui, je me suis sentie en famille tout de suite, en fait. Ok, t'étais à ta place. Voilà, et puis au Mexique, ils sont très famille. Donc j'ai retrouvé un peu cette ambiance du dîner en famille le dimanche, des anniversaires, etc. Donc non, ça a été un peu compliqué à certains moments, mais en soi, j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui m'ont aidée. Au travail aussi, l'entreprise, c'était une entreprise familiale. D'accord. Donc tout de suite, il y avait le directeur et ses parents, donc pareil, je me suis retrouvée dans cette espèce de cocon. Tu faisais aussi partie de leur famille à eux. Voilà, un jour j'arrive, j'ai mal à la tête, la maman va me chercher des médicaments, enfin vraiment on était dans une ambiance familiale tout le temps, quoi, et je pense que ça a beaucoup aidé.
le premier voyage qu'on a fait ensemble pour venir en Europe, c'était le deuxième Noël qu'on passait ensemble. Le premier, moi, j'étais rentrée toute seule. D'accord. Et pour le deuxième, il a décidé de m'accompagner pour rencontrer ma famille, pour voilà. Ok. Et puis vivre un Noël en France, pour lui, c'était un peu... Un rêve, quoi. Voilà, Ok. entre le vin et la nourriture, il était aux anges. D'accord, sinon vous avez chacun vos trucs à apprendre de l'autre culture. Exactement, oui. Et du coup, au moment où on a organisé le voyage, du coup, quelques mois d'avance, puisque il fallait acheter les billets quand même un petit peu à l'avance, il a eu un peu peur, je pense, de se retrouver tout seul dans ma famille. D'accord. Donc, il m'a dit, est-ce que ça te dérangerait si mon meilleur ami vient ? Ok. Et l'excuse, c'était que le meilleur ami n'était jamais allé en Europe. Et c'était son rêve à lui aussi. Voilà, exactement. Et que du coup, on n'allait pas venir en Europe juste pour passer Noël chez mes parents, puisque moi je viens d'un village tout petit vers Saint-Étienne. Voilà, c'est pas l'endroit le plus touristique au monde. Donc on en a profité pour... on est venu à Barcelone, on a fait Venise, avant on a fait chez mes parents, et on a fait Berlin. Ok. Ah ouais, vous avez fait un vrai tour. Voilà, mais puis de toute façon, on venait pas pour 3 jours. Donc tant qu'à faire, il fallait en profiter. Traverser le monde, autant rester un peu. Exactement. Et puis quitte à payer 800 € de billet d'avion, on profite une fois sur place. C'est ça. Donc du coup, le meilleur ami qui n'avait jamais voyagé en Europe a fait partie du voyage. Okay. Sauf que là où c'est drôle, c'est que les deux, donc mon chéri et son meilleur ami, ont le même prénom. Et du coup, tes parents, ils ont confondu ? Non, alors, il y en a un petit, un grand, donc ils savaient bien que le mien, c'était le grand. Mais du coup, pour éviter, vu que le meilleur ami ne parlait pas français, mon copain ne parlait pas français, pour éviter, pour qu'il puisse se reconnaître, on a renommé le meilleur ami Paul, un prénom très mexicain. Ah, il n'avait pas le choix. Non. Tu fais Paul. Mes sœurs ont dit, on va l'appeler Paul. Très bien. Mais le plus drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on appelait Paul, il se reconnaissait. Vraiment, on a eu l'impression que c'était son prénom d'origine. Et du coup, on a passé ce Noël-là tous les trois chez mes parents. Moi, j'étais vraiment en traductrice, parce que dans ma famille, personne ne parle ni anglais ni espagnol. Et tes sœurs, peut-être ? Très, très peu. Ok. Et eux ne parlaient pas du tout français. Ouais. Mais bon, une fois qu'il y a de la nourriture et qu'il y a du vin, tout le monde se comprend. Voilà, les sourires, les rires, ça transmet. Exactement. Mais je me souviens à un moment, on est allé du coup à Saint-Étienne pour faire le marché de Noël, pour lui montrer, manger des crêpes, etc. Et à un moment, je pars voir quelque chose avec ma mère et je le laisse lui avec mon père. Ok. Mais je me suis pas rendu compte sur le coup. Et je reviens et je les vois discuter. Et elle me dit... Alors soit mon père parle anglais mais il me l'a toujours caché. Ça serait étonnant quand même. Soit, je sais pas. Et j'arrive, et je leur dis, tiens, vous discutez ? Et mon père me dit, oui, il m'a dit qu'il serait content qu'on vienne vous voir au Mexique, etc. Je dis, ah, c'est bien. Je le regarde lui, je lui dis, alors, vous avez discuté avec mon père ? En espagnol, du coup. Il me dit, oui, il me disait qu'il était très content qu'on soit ici pour Noël. Ah bah, tout le monde est content, mais vous parlez pas de la même chose. Le quiproquo, personne ne se comprend. Mais ils étaient heureux tous les deux. Ok, c'est l'essentiel. C'était le fait qu'ils étaient contents et qu'ils avaient envie de se voir. Exactement. Ils n'ont pas compris la même histoire, mais bon. Quand je suis arrivée, tout le monde rigolait, donc... Mais ils parlaient en quoi, du coup ? Ils parlaient en gestes. Enfin, mon père, lui, parlait en français. Ok. Donc lui, l'espagnol, le français, il y a quand même quelques similitudes, donc il essayait de comprendre et de répondre avec des mots, espagnol, mais avec un accent français. Ouais. Puis ils essayaient de se comprendre comme ça, ils se sont pas compris. Mais ils étaient contents. C'est l'essentiel. Ça a marché. Ça a fini bien, c'est la boucle du voyage, tout le monde était Exactement. Et puis, dans sa famille à lui, j'en entends encore parler de le Noël en France, toute la nourriture, l'esprit de famille. Enfin, vraiment, il a adoré cette expérience-là et il en a beaucoup parlé autour de lui. Ok. Donc, très positif. Ok, lui, c'était vraiment un rêve... une culture inconnue et Ouais, et puis tu sais, quand tu pars dans un pays qui est pas le tien, les fêtes comme ça, c'est hyper fort. Enfin, moi je me souviens quand je suis arrivée au Mexique, donc le 1er novembre, c'était Dia de los Muertos, la fête des morts, qui est une fête incroyable au Mexique, pas du tout comme on peut avoir le 1er novembre ici en Europe, où en général il pleut, tout le monde est triste, on va au cimetière. Là-bas pas du tout. Et du coup moi je suis arrivée en plein dans cette fête-là. Donc, ça a été vraiment un choc. Enfin, et d'une part, je connaissais pas énormément le Mexique, un petit peu parce que j'avais fait mon stage, mais bon, j'avais encore tout à apprendre. Et j'arrive dans une fête hyper forte, très familiale, très joyeuse, malgré tout.
Et en fait, ça a été une expérience... j'avais encore le décalage horaire, j'étais complètement dans un autre monde parce que j'arrive dans un endroit où les fleurs, les bougies, les histoires, tout ce qu'on peut te raconter, enfin voilà, ça a été une expérience très forte. Super intense, ouais. Ouais, et plus que vivre la culture tous les jours, c'est ces fêtes-là qui te font comprendre vraiment comment sont les gens. Enfin, par exemple, j'ai fait quelques enterrements au Mexique. Et alors, oui, t'as toujours des gens tristes, mais tu sens qu'ils ont un autre rapport avec la mort que ce qu'on a, nous, ici en Europe, et qu'en fait, ils le voient comme un prolongement, et que il faut fêter... oui, et puis, le jour de l'enterrement, il faut célébrer la vie de cette personne, et du coup, ça te change, toi aussi, un peu ta façon de penser, et tu te dis, ouais, en fait, ils ont peut-être pas tort, quoi. Enfin... C'est ça, c'est notre façon de voir les choses, et... Faut plus te dire, j'étais super heureux d'avoir partagé tous ces moments avec cette personne, que nous, on garde plutôt c'est tellement triste et plus là, quoi. Exactement. Alors que là-bas, c'est vraiment une fête et t'as le droit de rigoler pendant le repas post-enterrement et t'as le droit d'être joyeux et c'est pas... Oui, voilà, c'est pas tout le monde doit être en train de pleurer et pas du tout. C'est justement, on célèbre et on parle des souvenirs avec cette personne et vraiment, ils ont ce rapport qui est très différent. Okay. Et c'est vraiment dans ces moments-là, généralement en famille, que t'apprends beaucoup de l'autre pays, quoi. Il faut savoir que le sud du Mexique est situé sur ce qu'on appelle la faille de San Andrés, en espagnol, qui est l'une des plus grosses failles dans le monde, qui crée énormément de tremblements de terre, séismes, un peu toute l'année. Au Mexique, on dit qu'il tremble tout le temps, il y a environ... C'est fréquent. Il y a environ des tout petits tremblements de terre toutes les 2-3 minutes, quoi. D'accord, mais qu'on sent même pas. Mais qu'on sent pas, non, ça va être sur l'échelle de Richter, ça va être du 3.1, 2.6, enfin voilà, c'est des tout petits. Et pour refaire du coup l'échelle, ça va de... Ça va de 0 à 10. Ok. 10 étant, je pense, la destruction du monde. D'accord. À peu près. En dessous de 6, tu le sens pas. À partir de 6, tu commences à le sentir. Okay. Et puis après, c'est de plus en plus fort. Voilà, exactement. Okay. Donc, c'est un pays qui a toujours une activité sismique, mais que c'est très contrôlé. Et à Mexico, il y a un système d'alerte sismique. Donc, c'est un système qui sonne dans toute la ville. Okay. Dès qu'un séisme est ressenti sur l'un des capteurs des épicentres normaux, entre guillemets, et qu'il est plus de 6, les alarmes se mettent en marche dans la ville. Dans le meilleur des cas, on a 90 secondes pour évacuer. Ok. Donc, il faut un peu se dépêcher quand même. Dans le pire des cas, l'alarme sonne après. Ah ouais, ça arrive? Ouais, ça arrive quand l'épicentre est trop proche, par exemple. Ah ouais, on ne peut rien faire, quoi. Voilà, on peut venir avant. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Mexico, la capitale, avant, à l'époque des Aztèques, Mayas, etc., c'était un lac qui a été asséché à l'arrivée des Espagnols. En fait, quand les Espagnols sont arrivés à Mexico, ils ont décidé de construire des églises. Pour construire des églises, ils ont utilisé les pierres des anciennes pyramides. Et il faut forcément de l'eau dans les constructions, donc ils ont pompé l'eau du lac, qui un jour est devenu complètement sec. Donc ils ont reconstruit par-dessus ce lac. Mais le fait que c'est un lac avant fait que le sol est très instable. C'est pas comme le sol d'une montagne. Enfin, là, c'est pas de la pierre, de la terre riche, quoi. Exactement. Là, n'importe quel mouvement va avoir beaucoup de résonance dans la ville de Mexico. Et un tremblement de terre qui à l'épicentre va durer 20 secondes, à Mexico va en durer 40 par exemple. Ah, ça peut même être pire de l'épicentre à où c'est ressenti. Ouais, parce qu'en fait, à Mexico, une fois que la terre s'est arrêtée de trembler, la ville tremble encore à cause de ses sous-sols en fait. Mais même si partout ailleurs c'est fini, à Mexico ça continue. Ça va rester, Voilà, donc moi je ne savais pas que le Mexique était un pays avec une activité sismique. Et je vivais très bien sans le savoir. Jusqu'en septembre 2017, donc moi ça faisait quasiment 2 ans que j'y vivais déjà. J'avais dû entendre une fois l'alarme, mais sans trop savoir ce que c'était. Et il y a eu donc un premier tremblement de terre en septembre, c'était dans la nuit,
Ok. C'était vers 1h, 2h, 3h du matin, enfin dans ces eaux-là, moi je dormais déjà. En plus, il faut l'entendre, quoi, la sirène. Ah, mais ça sonne fort quand même. Okay. En général, ça... plus si tu la connais, ça te réveille. Moi qui la connaissais pas, ça ne m'a pas réveillée. Heureusement, mon copain ne dormait pas, donc lui il entend l'alarme. Mais depuis qu'il était petit, il n'avait jamais vécu de gros tremblements de terre, donc pour lui c'était on attend de voir quoi. Voilà, ça sonne, on attend de voir ce qui se passe. Sauf que ce jour-là, on a eu un tremblement de terre de 8.2. Ok. Donc 8.2, ça secoue vraiment beaucoup. C'est à partir de, enfin moi par exemple ce jour-là, j'avais du mal à rester debout sans tomber. C'était vraiment fort. En plus je vivais au 6e étage, donc il n'y avait rien qui aidait. Ouais. Ok. Donc une fois que ça a commencé à trembler, donc mon copain panique un peu, me réveille. Moi j'étais dans les vapes et me dit mets tes chaussures en descente. Super. Moi je me rends pas vraiment compte quand c'est la première fois que tu vis un tremblement de terre. Je me rendais pas compte de ce qui est en train de se passer. Mais bon, je vois sa tête un peu paniquée. Je me dis, je crois que je vais mettre mes chaussures. Je vais me dépêcher quand même. Et puis voilà. Et puis là, il me dit, vite. Ah oui, vite, d'accord. On descend les 6 étages en tremblement de terre, ce qu'il faut absolument pas faire parce que déjà, les escaliers, c'est la partie la plus faible d'un bâtiment. D'accord. Ce qui veut dire que si le bâtiment vient à s'écrouler, les escaliers, ça fait un accordéon. Ok. Donc t'es protégé par rien du tout et ça s'aplatit exactement sur toi. Et puis en plus, tu as des risques de chute. Enfin, là, on tenait à peine debout, quoi. Donc descendre 6 étages, c'était pas la meilleure idée. Mais du coup, il faut faire comment? Parce que si tu te dis qu'il faut évacuer, comment on fait? Alors normalement, déjà, t'évacues dès que t'entends l'alarme. Tu fais pas comme nous ce soir-là, qui avons attendu de voir est-ce que ça va tomber ou pas. Et la règle, c'est t'évacues à partir du 6e étage en dessous. Okay. Si tu vis à partir du 7e étage, tu montes sur le toit. Okay. Et sinon, si t'es bloqué chez toi, par exemple, ou nous, dans ce cas-là, où ça avait déjà commencé à trembler, tu te mets dans l'espace de chez toi où ça craint le moins, où rien ne peut te tomber sur la tête, où t'es pas trop proche des fenêtres qui peuvent arriver à exploser. Enfin voilà, un endroit un peu... Ah ouais, il faut vraiment savoir toutes les conditions pour avoir le bon endroit. Ouais, exactement. Maintenant, je suis dans ma baignoire, je bouge plus, quoi. Voilà, mais normalement, quand tu vis au Mexique, par l'école ou par ton boulot, t'as des formations tous les ans qui t'expliquent déjà au travail où est-ce que tu dois te mettre, quels sont les murs les plus solides, etc. Enfin, voilà, on te fait toute une formation. Ouais, parce que c'est fréquent quand même. Parce que c'est fréquent. Après, des gros tremblements de terre comme celui-là, c'est pas si fréquent que ça, mais après, ça peut arriver à n'importe quel moment, quoi. On est à l'abri de rien. Donc ce jour-là, on descend. Le temps qu'on descende, le tremblement s'était à peu près arrêté. Et bizarrement, il y a eu très très peu de dégâts, en tout cas à Mexico. Donc après, on rentre. Mon copain est architecte, donc il connaît un peu les bâtiments. Donc voilà, donc il est allé voir les colonnes, les murs porteurs. Il m'a dit c'est bon, on peut rentrer, dormir. On s'est pas endormi tout de suite, mis quelques heures. Par peur qu'il y en ait un autre qui arrive ou... Ouais, parce que t'as toujours des répliques. Après, il y a le centre de sismologie. Ouais. Je sais pas. Le centre sismique au Mexique qui étudie tout ça et qui, selon le type de tremblement, t'annonce s'il peut y avoir des grosses répliques ou pas. Okay. Et là, ils nous ont dit, normalement, il ne devrait pas y avoir de répliques plus hautes que 5. Donc, soyez tranquilles. On ne sonne même pas l'alarme, dormez. Voilà. Donc, tout va bien. La peur passe. Et au Mexique, il y a une expression qui dit... tu sais, ici, on peut dire parfois, je sais pas, si t'as un gros coup de peur, bois un coup d'eau, ça va aller mieux. Au Mexique, c'est mange un bout de pain. Okay. Donc, on est tous rentrés chez nous manger du pain. Moi, je sais pas si ça a marché sur la panique. Mais bon, on est allé se coucher et puis tout va bien. Donc, une semaine après, vient le jour commémoratif d'un des plus gros tremblements de terre de l'histoire récente du Mexique, le 19 septembre. Donc, ce qui se passe ce jour-là, il y a eu en fait un énorme tremblement de terre en 1985 et c'est à partir de ce jour-là où ils ont commencé à installer les alarmes et à construire aussi les bâtiments en pensant qu'il pouvait y avoir de gros tremblements de terre parce que ça a été un tremblement de terre qui a fait plus de 10 000 morts rien qu'à la ville de Mexico. Enfin, vraiment, ça a été c'était les plus grosses catastrophes naturelles. Voilà. Et en fait, ce qui se passe chaque année, c'est que le 19 septembre à 11h, il y a une simulation. Donc, les alarmes sonnent en disant c'est la simulation, mais c'est justement pour se rappeler que au Mexique, il peut y avoir des tremblements de terre et puis se rappeler de ce jour-là et refaire toutes les consignes de sécurité. Donc, on sort, on se met à l'abri, etc. Qui va avec qui va où si t'es au travail, ou si t'es chez toi, comment tu descends, ou si tu montes. Enfin, voilà, c'est vraiment le test. Juste le test toutes les années obligatoire que tout le monde fait, et puis comme ça on se rappelle de ce jour si important. Donc arrive le 19 septembre 2017, on fait la simulation, tout se passe très bien. Je me rappelle avoir dit à mon chef de l'époque,
Je me disais, qu'est-ce qui se passe si pile au moment où il y a un tremblement de terre, personne ne va le croire. Tout le monde va croire que c'est la simulation. Coïncidence numéro 3. Voilà. Donc il me dit, ah non, mais t'imagines la probabilité que ça se passe, jamais ça se passe. On remonte au bureau, on se met à travailler, et là d'un coup, je sens quelque chose et je regarde en face de moi ma collègue et je la vois bouger. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, je mets une demi-seconde à me rendre compte que ça tremble. Ok. Donc ça a commencé à trembler fort, assez fort. Donc on est tous descendus parce que même si on te dit si ça commence à trembler, il faut rester dedans. Non, non. Si tu as la chance de pouvoir sortir, tu sors. Ok. Donc on sort tous en panique. Ça, c'était juste après le test. Ouais, il était à peu près 13h. Et le test était à 11h. Ok, donc c'est bien que vous aviez répété 2 heures avant. Voilà, sauf que on suivait pas du tout les règles. Parce que normalement, vraiment la règle c'est, si ça a déjà commencé à trembler, tu restes où tu es. Enfin, tu te mets à l'abri des choses qui peuvent te tomber dessus, mais tu descends pas. Nous, on est quand même tous descendus. On était au premier étage, donc ça va. Ça va. Donc on descend tous. Et pendant qu'on était dans les escaliers, l'alarme commence à sonner. Donc c'est pour te dire qu'elle sonne pas toujours avant. Là, par exemple, elle a sonné après parce que l'épicentre était très proche. Et on attend en bas et il y a eu un peu plus d'1 minute de tremblement. Ok. Ce qui est énorme. Enfin, tu vois toute ta vie défiler en 1 minute. Ouais, et puis t'entends l'alarme, t'entends les bâtiments qui craquent, t'entends les gens qui hurlent. Ah ouais, t'entends les voitures qui commencent à klaxonner et puis tu commences à avoir l'odeur du gaz parce que ça peut faire péter des trucs de gaz. Enfin voilà, c'est l'apocalypse en 1 minute et ça s'arrête de trembler. Ok. Et tu te dis je vais appeler tous les gens que je connais pour être sûr que tout le monde va bien. Il n'y a pas de réseau parce que tout est saturé. Il n'y a plus d'électricité. Donc il est 13h, un jour ensoleillé, ça va encore pour l'instant. Et là, mon chef dit rentrez chez vous parce qu'il faut qu'on fasse venir quelqu'un de la ville pour vérifier que le bâtiment n'a pas été endommagé ni rien du tout. Donc on va chercher nos affaires, etc. Moi, entre-temps, j'arrive à avoir mon copain au téléphone qui me dit écoute, rentre pas à l'appartement parce qu'il me pareil, dit... quand on sait pas. Voilà. Et puis on vivait quand même au 6e étage, donc il me dit tu rentres pas dans un bâtiment jusqu'au 6e étage sans savoir comment il va. Va faire un tour, va au parc, il y a des arbres. Parce que c'était un tremblement moins fort que le premier. Que celui de la nuit? Ouais. Okay. La nuit on était à 8.2 et là on était à 7.8, quelque chose comme ça. Donc c'était un peu moins fort. Mais c'était pas le même genre de tremblement. Là c'était un tremblement qui allait du haut vers le bas. Ok. Et du coup qui fait beaucoup plus de dégâts. Beaucoup plus de dégâts. Donc là j'ai la chance d'avoir une collègue de travail qui me dit moi je vis pas loin, dans une maison de plein pied, viens chez moi le temps que ton copain arrive. Ok. Donc je suis allée chez elle. Mon copain était à 3 km en voiture. Il a mis à peu près 6 heures à arriver à me rejoindre parce que tout le monde du coup était dans les rues. Tout le monde rentrait chez soi en fait. Ouais. Voilà, et puis lui il a commencé à avoir des bâtiments qui étaient tombés, puis t'as les pompiers parce qu'il y a des fuites de gaz, enfin c'est... le chaos. Voilà, le chaos. Et nous, on a la chance que lui, ses parents vivent dans une autre ville, à 1 heure à peu près de la capitale, mais dans une zone montagneuse. Du coup, ils n'ont pas été touchés? Du coup, ils l'ont senti, mais il n'y avait eu absolument aucun dégât. Donc on est passé à l'appartement d'abord, voir si on pouvait rester chez nous. On n'a pas eu le droit de rentrer dans le bâtiment parce que les colonnes ont été touchées, les colonnes principales. Donc on est allé dormir chez ses parents. Et moi, le lendemain, j'allais en France. C'était prévu depuis des mois, j'allais à un événement en France. Donc je suis partie... Sans vêtements. Ouais. Sans tes affaires. J'avais la chance d'avoir à peu près préparé ma valise avant. Mais du coup, t'avais le droit d'aller chercher? Lui est allé la chercher parce qu'il m'a dit je veux pas que tu restes. Il me dit j'ai peur qu'il y ait des répliques. Donc pas en France. Ok, ça va manger. Voilà. Donc lui, il a regardé un peu les colonnes. Il a dit bon, je monte en courant et je vais chercher ta valise et ton passeport. Donc il est allé chercher mes affaires et je suis repartie en France le lendemain. Et là, encore une coïncidence, j'arrive à mon événement qui était au salon des exposants à Paris. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais voilà, dans le gros truc des expositions à Paris. Le salon commence, donc j'étais pour le salon du tourisme, le salon commence, tout va bien, et au bout de 2 heures, l'alarme sonne pour demander d'évacuer les lieux. D'accord, donc toi tu devais en avoir gros sur la patate. Moi j'avais un peu un trauma des alarmes. Donc l'alarme sonne déjà, tout le stand du Mexique on était en panique, les autres ils prenaient leurs ordinateurs tranquilles, ils commençaient à sortir. À nous, au bout de 3 minutes, il n'y avait plus personne sur le stand du Mexique, tout le monde était dehors. Mais voilà, encore une petite coïncidence, sachant que ce salon, j'y suis allée pendant 4 ans
Et il n'y a jamais eu d'alarme. Ce jour-ci. Mais ce jour-ci, on a décidé de mettre une alarme. Mais qu'est-ce qui s'était passé finalement? Non, c'était une mauvaise manipulation. Oh, oui. Voilà. Quelqu'un qui avait appuyé sur un bouton qu'il fallait pas, quoi. D'accord. mais voilà, ça a été l'un des plus gros tremblements de terre au Mexique. 32 ans jour pour jour après le... Ah ouais, jour pour jour, c'est fou. Ouais. Alors cette fois-là, on a eu de la chance, entre guillemets, que les bâtiments sont beaucoup mieux construits à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup moins de morts que la première fois. Mais dans tous les cas, c'est une expérience un peu compliquée. Ouais, il y a quand même eu des morts. Oui, il y a eu presque 400 morts. Okay. Rien que sur Mexico, après, voilà, dans certains villages, ils sont toujours plus touchés, proches de l'épicentre. Parce qu'en plus, tu as certains villages au Mexique où les gens ont construit eux-mêmes leurs maisons, donc elles ne sont pas forcément aux normes, etc. Mais voilà, ça a été une expérience marquante, pas des meilleures, sincèrement. J'aurais aimé ne pas la vivre, mais ça fait partie de mon expérience au Mexique. Et puis je garde ce qui était bon et ce qui n'était pas bon, quoi. Et du coup, à aucun moment tu t'es dit est-ce que j'ai bien fait de venir ici, est-ce que je devrais pas rentrer ou Non, parce que je pense que ça a été tellement fort ce que j'ai vécu là-bas que je me suis jamais vraiment posé cette question de est-ce que j'ai bien fait. Je l'avais fait de toute façon, donc on va pas refaire le passé, quoi. Exactement. Et puis non, même niveau pro, il y a énormément d'opportunités sur place. Enfin, j'ai gravi les échelons dans la boîte très très vite parce que ils donnent plus l'opportunité aux gens qui travaillent. Ils font pas vraiment par rapport à tes diplômes ou ton expérience. Enfin, si tu travailles et que tu fais tes preuves, vas-y, tu montes et tu continues, quoi. Donc non, déjà de ce côté-là, niveau pro, ça a été un gros plus. Et puis je voyageais beaucoup plus que j'ai jamais voyagé ici. J'ai énormément voyagé dans le pays, j'ai voyagé en Amérique latine, j'avais aussi des fois des événements en Europe, ce qui me permettait de pouvoir revenir gratuitement, entre guillemets. C'est parfait, ouais, tu dis un coucou à tout le monde. Exactement, j'en profitais, je prenais quelques jours de plus après l'événement, et puis comme ça je payais pas le gros vol, quoi. Ah ouais, c'est pas mal. Ça c'était un gros plus. Et non, à aucun moment je me suis dit qu'est-ce que je fais ici. Y a eu un jour au bout de 3 ans et demi à peu près où j'ai senti que c'était la fin. J'ai senti que si je restais plus longtemps, ça allait devenir un regret de qu'est-ce que je fais ici et pourquoi je suis là. Et c'était un ras-le-bol du Mexique en fait. Ouais, je pense que c'était ok, la culture est hyper chouette, le Mexique c'est un pays que j'aurais toujours dans mon cœur, etc. Mais j'avais un besoin de retourner à ma culture ou à quelque chose qui s'en rapproche un peu. J'avais besoin d'être plus proche de ma famille. J'avais besoin de vivre un peu différemment parce que le Mexique, effectivement, c'est un pays qui n'a pas toujours une très belle image, mais il y a aussi certains problèmes de sécurité, etc. Et j'avais dans ma tête cette envie de me dire « Oh là, je rêve de sortir en boîte. » Alors, c'est raté pour le coup, mais je rêve de sortir en boîte et de rentrer à 3h du matin toute seule. Chose alors que impossible au Mexique. Impossible. Ah, ok. En tout cas, à Mexico, tu rentres pas à pied après 21h30, 22h, tu rentres pas à pied toute seule en étant une femme. D'accord. T'étais toujours accompagnée même d'une autre fille ou même entre filles c'est compliqué? À pied, non. Ok. À pied, il y avait qu'avec mon copain que je pouvais rentrer à pied, même si j'étais proche. Après, voilà, en prenant un taxi, un Uber, même toute seule, ça allait. Mais ouais, j'avais cette envie de retour un peu à cette liberté qui me manquait au Mexique. Alors effectivement, j'avais d'autres points que j'ai pas forcément ici en Europe. Mais voilà, je sentais que j'allais arriver à ce moment, tu sais, où je pouvais, dans un excès de colère un jour où quelque chose m'avait saoulée, dire à mon copain, c'est de ta faute si je suis là. Ah oui, ok. Et en fait, je voulais pas arriver à ce moment-là parce que ça a été mon choix. En plus, lui ne m'a jamais rien demandé, hein, vraiment, c'est sorti de moi. Donc je me suis dit, il faut partir avant d'un jour lui dire quelque chose que tu peux regretter parce que c'est pas de sa faute et puis je l'en voulais pas et puis c'était une expérience hyper chouette à vivre. Et votre relation à ce moment-là, ça se passait toujours aussi bien? Ouais, en fait c'était
le gros point positif d'être là-bas, mais tout le reste positif pour mon épanouissement personnel n'était plus là-bas. Ok. Donc j'ai pris la décision de partir. Je l'ai pris au bout de 3 ans et demi à peu près, parce que pour le boulot, je pouvais pas partir du jour au lendemain. Donc je suis restée après avoir pris ma décision environ 6 mois, le temps de tout arranger. Et je suis partie du Mexique le 1er novembre 2019. 4 ans jour pour jour avant mon arrivée. Donc vraiment 4 ans pile poil. Ouais, jour pour jour, c'était... alors c'est une date en plus que moi j'ai pas choisie, parce que je suis revenue pour venir à un événement pour le travail ici. Et ils m'ont dit, bah, comme ça te limitera les frais. Tu fais ce dernier événement et puis après tu restes là-bas. Donc c'est eux qui m'ont pris mon billet d'avion. D'accord. Donc moi j'étais pas au courant de la date, et quand j'ai vu, je me suis dit, et en plus, bah, tu peux partir, tu pars ce jour-là. Exactement, parce que du coup l'événement était par exemple, je crois que c'était 3 novembre, quelque chose comme ça, donc il fallait que j'arrive un petit peu avant. Et oui, je me suis dit, comme quoi, la boucle est bouclée. Carrément, enfin c'est... Il y a beaucoup de coïncidences en tout cas. Ouais, un petit peu dans cette histoire. Un petit peu, ouais. C'est que tu devais vraiment vivre les choses à ce moment-là. Exactement. Et du coup, ton retour, il s'est passé seul ou à 2? Seul, pour le moment. Ok. Parce que mon retour a été beaucoup plus simple à organiser, dans le sens où quand j'ai annoncé à mon chef au Mexique que je voulais partir, il m'a proposé d'ouvrir une boîte avec lui ici. Ok. Donc moi j'avais cette facilité de pouvoir déjà arriver dans un pays où j'avais pas besoin de faire des démarches pour avoir des papiers, et en plus j'avais pas besoin de chercher un travail, puisque j'allais avoir un travail grâce à cette entreprise qu'on allait créer ensemble. Donc là, on est de retour à Barcelone, on n'est pas en France. Okay. Non, on est de retour à Barcelone. C'est vrai que quand j'étais au Mexique, que j'ai décidé de revenir en Europe, bizarrement, j'ai absolument pas pensé rentrer en France. J'ai cherché un peu où m'installer, et puis c'est vrai que Barcelone, c'était la facilité, parce que j'ai encore des copains ici il y a 6 ans. Okay. Je connais déjà la ville, et c'est une ville que j'adore. Donc non, la France ne m'est pas passée par la tête. Okay. Mais voilà, donc je suis arrivée tout de suite à Barcelone, et on a créé du coup l'entreprise ici, avec mon ex-chef mexicain. Donc le plan, c'était, moi j'arrive en novembre ici, je fais les démarches pour avoir l'appartement, pour être installée, et après mon copain me rejoint, pour que, une fois qu'il soit ici, on puisse s'occuper de ses papiers, sa recherche d'emploi, mais que moi déjà j'ai une situation stable. Et puis le coronavirus est arrivé. Voilà, donc avec les fermetures de frontières, tout le monde sait qu'aujourd'hui trouver un emploi c'est pas simple, et encore moins pour quelqu'un qui n'est même pas européen. Donc pour l'instant voilà, on attend un peu que tout ça se calme pour être ensemble de nouveau, physiquement en tout cas, puisque émotionnellement on s'est jamais séparés, quoi. Parce que du coup depuis ton départ tu l'as pas revu? Non. Et du coup ton départ tu m'as dit que c'était en 2019? Oui, novembre 2019. Oh wow. Ouais, ça va faire 1 an et demi qu'on s'est pas vu. Alors moi là, je suis en train de voir pour pouvoir aller au Mexique, parce que c'est plus simple pour moi d'aller au Mexique en ce moment. Et puis tu pourras toujours en revenir en fait, c'est surtout voilà, ça. Exactement. Alors que lui, pour venir ici, il a besoin d'une raison valable, alors que moi je peux aller au Mexique pour voyager. Exactement. Donc voilà, donc là pour l'instant on est en train de voir pour que moi je puisse y aller. Au moins, voilà, 3 semaines, 1 mois, histoire qu'on soit un peu ensemble et qu'on prépare justement son arrivée. Voilà, exactement. Donc à chaque fois, vous avez fait les départs en décalé? Oui, c'est ça. Avec plus ou moins de temps entre les deux, quoi. Entre les deux. Mais oui, on s'accorde pas vraiment sur les dates. On n'est jamais ensemble. Chacun a ses trains à prendre, mais ils vont dans la même direction. Exactement. Et puis après, on a la chance de se comprendre énormément. Il m'a jamais fait de reproche sur le fait que moi je veuille rentrer. Je lui ai jamais fait de reproche sur le fait qu'il n'ait pas eu le temps de venir avant que la situation se dégrade. Voilà. Donc non, on a cette chance-là de vraiment se comprendre et puis de faire avec en fait. C'est ce qui nous est donné de vivre pour l'instant, et puis on verra par la suite ce qui se passe. Merci à vous d'avoir écouté ce second épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. Merci à Aurore pour sa participation et à bientôt pour le prochain épisode.